On m'a caché mon téléphone. Ils pensaient que cela me laisserait sans option, sans voie, sans issue. Mais ils n'avaient pas prévu que bien avant cela, j'avais déjà pris une décision qui changerait tout. Lorsque j'ai atteint mes 70 ans, mes enfants ont commencé à parler de moi comme si je n'étais pas présente dans la pièce. Au début, c'était des commentaires subtils, presque imperceptibles. « Maman a besoin d'aide pour ça », disait Marc à sa femme pendant que j'ouvrais un pot de confiture. « Il faut surveiller qu'elle prenne bien ses médicaments », murmurait Sophie quand elle pensait que je ne l'entendais pas. De petits détails qui se sont amplifiés comme des fissures dans un mur jusqu'à ce que l'ensemble de la structure de mon indépendance commence à vaciller. Je m'appelle Claire, j'ai 72 ans et jusqu'à récemment, je pensais vivre une veuveté paisible dans la maison où j'ai passé plus de 4 décennies avec Michel, mon mari. Les 3 premières années après son décès ont été difficiles, mais j'ai trouvé mon rythme. J'ai appris à apprécier mes petits déjeuners silencieux avec la fenêtre ouverte, mes promenades matinales dans le parc près de chez moi à Lyon et les après-midi de lecture que je n'avais pas le temps de savourer auparavant. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée, mais j'avais construit une nouvelle normalité qui m'apportait de la sérénité. Une chute il y a quelques mois a tout bouleversé, bien que, en réalité, ce n'était rien de grave. J'ai glissé dans la cuisine et me suis cogné la hanche. Pas besoin d'hôpital, juste un bleu qui a disparu en 2 semaines. Mais pour mes enfants, ce petit incident a été comme une alarme qu'ils n'ont pas su éteindre. Marc, mon fils aîné, est comptable, méthodique et contrôlant. Sophie, de 3 ans, sa cadette, est professeure à l'université et a un caractère plus doux, mais elle se laisse souvent guider par les décisions de son frère. Ils ont tous deux leur propre famille, leur propre maison, leur propre vie. Je les ai élevés pour qu'ils soient indépendants, pour qu'ils s'envolent loin. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour ils reviendraient comme des faucons, vigilants et déterminés à prendre le contrôle du nid que j'avais construit avec tant d'efforts. Les visites ont commencé à devenir plus fréquentes après ma chute. Chaque dimanche, sans faute, ils arrivaient avec leur famille pour déjeuner. Au début, j'étais heureuse de cette attention renouvelée. Les dimanches solitaires avaient été les plus durs après la perte de Michel. Mais bientôt, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ces visites. Moins de vraies conversations et plus d'inspections déguisées. « Maman, ces tapis sont dangereux », a commenté Marc un dimanche en passant son pied sur le bord de mon tapis persan, celui que Michel et moi avions acheté pour notre 20e anniversaire de mariage. On devrait les enlever. Ce tapis est ici depuis 30 ans, Marc, ai-je répondu en souriant. J'ai marché dessus plus longtemps que tu n'as vécu dans ta maison. Justement, il est vieux et ses coins se soulèvent. C'est un piège pour les chutes. Je n'ai pas insisté. Lors de la visite suivante, Marc est arrivé avec des outils et, sans me consulter, a retiré tous les tapis de la maison. Il les a roulés et emportés au sous-sol comme s'ils étaient des déchets dangereux. Ça m'a fait mal de voir ces morceaux d'histoire disparaître, mais je me suis dit que c'était un petit prix à payer pour maintenir l'harmonie. Puis il y a eu l'épisode du micro-ondes. Un jeudi, en rentrant de mes courses hebdomadaires au marché de la Croix-Rousse, une routine qui me gardait active et connectée à mes voisins, j'ai trouvé Marc en train d'installer un nouvel appareil dans ma cuisine. « Qu'est-il arrivé à mon micro-ondes » ai-je demandé en posant mes sacs sur le comptoir. « Il était trop vieux, maman », a-t-il répondu sans me regarder, concentré sur les branchements. « Celui-ci est plus sûr. Il a des programmes automatiques. Tu n'auras pas à te soucier des temps ou des puissances. » L'autre fonctionnait parfaitement, ai-je protesté doucement. J'aimais sa simplicité. « Celui-ci est meilleur », a-t-il répondu, comme si mon opinion était un bruit gênant perturbant sa concentration. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise devant ce nouvel appareil, essayant de déchiffrer ses boutons et symboles compliqués. J'ai fini par réchauffer mon dîner dans une casserole comme au bon vieux temps. Parfois, les vieilles méthodes sont plus fiables que les modernes, ai-je pensé, bien que personne ne semblait d'accord avec moi ces jours-ci. Les semaines suivantes, on apportait d'autres changements non sollicités. Sophie a réorganisé mon armoire à pharmacie, jetant des médicaments qu'elle jugeait périmés alors que certains avaient été achetés le mois précédent. Son mari, Julien, a installé des mains courantes dans ma douche et collé des autocollants antidérapants qui ont abîmé la délicate céramique italienne que Michel avait choisie avec soin pour notre rénovation il y a 10 ans. « C'est pour ta sécurité, maman », répétait-il comme un mantra chaque fois que j'émettais une objection. Un après-midi, alors que je préparais du thé dans la cuisine, j'ai entendu mes enfants parler à voix basse dans le salon. Je me suis approchée silencieusement par le couloir, une habitude développée pendant leurs années d'enfance pour vérifier que tout allait bien.
Elle ne peut pas continuer à vivre seule, Marc, disait Sophie avec une inquiétude sincère. Chaque fois que je viens, je trouve quelque chose d'inquiétant. La semaine dernière, elle a laissé une plaque allumée. Ce n'était pas vrai. Je vérifiais toujours 2 fois la cuisine avant de me coucher, une habitude instaurée par Michel. J'ai voulu intervenir, clarifier ce malentendu, mais Marc a pris la parole. Je sais. J'ai enquêté sur des options. Son ton était celui qu'il utilisait pour ses présentations professionnelles. Il y a de bonnes résidences, mais elles sont coûteuses. On pourrait aussi engager quelqu'un pour vivre ici, mais il faudrait superviser constamment. Et si elle venait vivre avec l'un de nous ? A suggéré Sophie. J'y ai pensé. Ma maison a une chambre d'amis au rez-de-chaussée. Ce serait idéal pour elle. J'ai senti un nœud dans l'estomac. Il planifiait ma vie comme si j'étais un meuble qu'on déplace à convenance. Que dirait Michel s'il entendait cela ? Il m'avait toujours traitée comme une égale, valorisant mes opinions, faisant confiance à mes décisions. Claire a meilleur jugement que moi, disait-il quand quelqu'un remettait en question une décision que nous avions prise ensemble. Je suis retournée à la cuisine sans bruit, le cœur battant, l'esprit rempli de questions. Étais-je vraiment devenue incapable ? Me mentais-je sur mon niveau d'indépendance ? J'ai passé en revue mes routines quotidiennes, mes activités, mes responsabilités. Non, je n'étais pas confuse. Je gérais ma maison, mes finances, ma santé et mon temps avec une parfaite lucidité. La plaque que Sophie avait mentionnée n'avait jamais été laissée allumée. Peut-être l'avait-elle allumée par erreur lors d'une visite. J'ai décidé d'être patiente. Mes enfants étaient inquiets. Et l'inquiétude naît de l'amour, me suis-je dit. J'allais avoir une conversation calme avec eux, expliquer mon point de vue, et nous trouverions un compromis qui respecterait leur tranquillité et mon autonomie. L'occasion s'est présentée plus tôt que prévu. Le dimanche suivant, Marc a appelé pour annoncer une réunion familiale spéciale chez moi. Nous avons quelque chose d'important à discuter, a-t-il dit d'un ton qui se voulait décontracté, mais que j'ai reconnu comme le prélude à un plan soigneusement orchestré. Je me suis appliquée à préparer une daube provençale, le plat préféré de tous, et une tarte aux pommes comme celle que je faisais quand ils étaient enfants. Si nous devions avoir une conversation difficile, autant le faire le ventre plein et le cœur léger, comme Michel nous l'avait toujours appris. Ils sont arrivés tous ensemble, Marc avec sa femme Isabelle et leurs 2 adolescents, Sophie avec Julien et leur fille Camille, qui avait déjà 16 ans. Le repas s'est déroulé avec une apparente normalité, bien que j'ai remarqué des regards complices entre mes enfants, cette communication silencieuse qu'ils avaient perfectionnée depuis l'enfance. Après le dessert, quand les petits-enfants se sont retirés dans le salon pour utiliser leur téléphone, sauf Camille qui est restée étrangement attentive à table, Marc s'est raclé la gorge de cette manière formelle héritée de son père. « Maman, nous avons discuté entre nous et pris une décision importante », a-t-il commencé, regardant Sophie pour qu'elle le soutienne. « C'est quelque chose que nous avons longuement réfléchi », a-t-elle ajouté, posant sa main sur la mienne avec une tendresse qui me semblait presque répétée. « Tu vas venir vivre avec nous », a continué Marc en parlant de sa famille. « La chambre d'amis est au rez-de-chaussée, tu n'auras pas à monter d'escalier. Isabelle prépare déjà des modifications pour que tu sois à l'aise. » Sa femme a hoché la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous n'avions jamais été proches. Elle m'avait toujours traité avec un respect distant que je confondais avec de la froideur. « Cette maison est trop grande pour toi seul, » a poursuivi Marc. « L'entretien est excessif et les dépenses n'ont pas de sens alors que tu peux être à l'aise chez nous. De plus, nous serons plus tranquilles en sachant que tu n'es pas seul en cas de problème. » Sophie a serré ma main, comme pour transmettre un message que ces mots ne disaient pas. Je suis restée silencieuse, digérant ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas une proposition, ni une consultation, mais une annonce d'une décision déjà prise. « Et cette maison ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme. « J'ai vécu ici presque toute ma vie d'adulte. » Marc a échangé un regard rapide avec sa sœur avant de répondre. « J'ai déjà parlé à un agent immobilier. Il viendra la semaine prochaine pour une estimation. Le marché est favorable. Nous obtiendrons un bon prix. » J'ai eu l'impression qu'on m'avait giflé. Ma maison, mon refuge, le réceptacle de mes souvenirs, étaient mis en vente sans mon consentement. « Nous obtiendrons ?» ai-je répété, sentant l'indignation monter en moi. « Depuis quand est-ce une décision collective de ce que je fais de ma propriété ? » « Maman, ne t'énerve pas, » a dit Marc, avec ce ton condescendant qu'il réservait aux explications compliquées pour ceux qu'il jugeait moins compétents. « Légalement, c'est ta maison, mais nous gérons la vente pour des raisons pratiques. Tu n'as pas à t'en soucier. »
En fait, a ajouté Sophie, nous pensons que le mieux est que Marc gère tes finances désormais. Il est comptable, il sait ce qu'il fait et tu n'auras plus à te préoccuper des factures, des impôts et autres complications. Mes finances sont parfaitement en ordre, ai-je répondu, sentant que chaque mot était une défense de ma dignité. Michel et moi avons toujours été prudents avec notre argent. J'ai mes économies, ma pension et tous les paiements sont à jour. Nous ne disons pas le contraire, maman, a répondu Marc avec ce sourire qu'il utilisait quand il pensait en savoir plus que les autres. Mais à ton âge, ces soucis sont inutiles. Je peux m'occuper de tout. D'ailleurs, a ajouté Isabelle, prenant la parole pour la première fois, le docteur Dubois nous a dit qu'il est normal que les personnes âgées commencent à avoir des difficultés avec ces questions. Il vaut mieux prévenir que regretter. J'ai ressenti un frisson. Le docteur Dubois était mon médecin depuis plus de 15 ans. Il avait parlé de moi à mes enfants sans que je le sache. Que pouvait-il avoir discuté d'autre dans mon dos ? Le docteur Dubois n'a jamais mentionné de préoccupation concernant mes capacités mentales lors de mes consultations, ai-je dit, essayant de ne pas sembler sur la défensive. Eh bien, avec nous, il a été clair, a insisté Marc. Il a dit qu'à ton âge, un léger déclin cognitif est normal, même si tu ne le remarques pas. C'est pourquoi il faut anticiper les problèmes. Je fixais ma tasse de café, désormais froide. Mon médecin avait-il vraiment dit cela, ou mes enfants interprétaient-ils des informations générales sur le vieillissement comme un diagnostic spécifique ? Je ne pouvais pas le savoir à ce moment-là, mais quelque chose clochait. Camille, restée inhabituellement silencieuse, m'a regardée avec des yeux compréhensifs. Contrairement aux adultes, elle semblait vraiment me voir. « Mamie, qu'est-ce que tu veux faire ?» a-t-elle demandé soudainement, surprenant tout le monde à table. Pendant un instant, l'air s'est épaissi d'un silence gêné. « Je veux rester dans ma maison », ai-je répondu avec simplicité et fermeté. « J'apprécie votre inquiétude, mais je vais bien ici. »« Maman, nous comprenons que le changement te fasse peur, » a dit Sophie avec son ton de professeure bienveillante. « C'est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais c'est pour ton bien. »« Ce n'est pas une question de peur, Sophie, » ai-je clarifié. « J'ai affronté beaucoup de changements dans ma vie, y compris la perte de votre père après 45 ans ensemble. Ce que je ne veux pas, c'est être traitée comme une enfant incapable de prendre ses propres décisions. Personne ne te traite comme une enfant, maman, » a protesté Marc, bien que son ton contredise ses paroles. Nous voulons juste prendre soin de toi. Il y a bien des façons de prendre soin de quelqu'un sans lui retirer son autonomie, ai-je répondu. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un va-et-vient émotionnel où mes opinions étaient reconnues en surface, mais ignorées dans la pratique. Quand la famille est partie, il était clair que leur plan avancerait, malgré mes objections. L'agent immobilier viendrait le samedi suivant. Ma déménagement chez Marc était prévu pour la fin du mois. Tout était décidé. Les jours suivants ont apporté une invasion silencieuse de mon espace et de ma vie privée. Marc passait tous les matins avant d'aller au travail, vérifiant comment j'avais passé la nuit. Sophie est arrivée avec des cartons pour commencer à emballer les choses non essentielles. Isabelle a apporté des catalogues de meubles pour que je choisisse ceux de ma future chambre chez eux, bien que chaque fois que je pointais quelque chose, elle trouvait une raison pour l'écarter. Un après-midi, après leur départ, j'ai cherché mon téléphone pour appeler Marie, mon amie de toujours. Je voulais me confier, lui raconter ce qui se passait, demander conseil, mais je ne l'ai pas trouvée à sa place habituelle. J'ai fouillé mon sac, les tiroirs, même sous les coussins du canapé. Rien. Je me suis souvenu qu'au matin, j'avais parlé à Marie de ma situation. Quand Marc est arrivé à l'improviste et est entré dans la cuisine où je discutais, il m'a regardée avec curiosité, demandant avec qui je parlais. « Avec Marie », ai-je répondu, notant un éclair d'inquiétude dans ses yeux avant qu'il ne sorte sans rien dire. J'ai compris ce qui s'était passé. Je suis allée directement dans le bureau où Marc avait examiné des documents avant de partir. J'ai ouvert les tiroirs un par un jusqu'à ce que dans le dernier, sous des dossiers, je trouve mon téléphone. J'ai senti ma gorge se nouer. Mon propre fils m'avait caché mon téléphone, ma connexion au monde extérieur. Jusqu'où comptait-il aller avec ce contrôle ? Le lendemain, quand Marc est venu pour sa visite matinale, j'ai décidé de l'affronter à propos du téléphone. J'ai remarqué que mon portable n'est plus là où je le laisse, ai-je dit d'un ton détaché en lui servant un café. Sais-tu quelque chose à ce sujet ? Il y a eu un instant d'hésitation sur son visage, si bref que seul quelqu'un le connaissant depuis sa naissance l'aurait remarqué. « Ah oui, je l'ai pris pour configurer quelques trucs », a-t-il répondu, évitant mon regard. « Tu reçois beaucoup d'appels de numéros inconnus ces temps-ci, probablement des arnaqueurs qui ciblent les personnes âgées. Pour l'instant, si tu veux appeler quelqu'un, dis-le nous et on s'en occupe. »« Et si je veux appeler Marie ?»
ai-je demandé, gardant un ton calme malgré la tempête intérieure. Tu peux utiliser le fixe de la maison, a-t-il répondu, comme s'il me faisait une faveur. De toute façon, tu seras bientôt chez nous, et on aura plus de contrôle sur qui te contacte. Contrôle. Ce mot, sorti de sa bouche, sans filtre, révélait exactement ce qui se passait. Ce n'était pas de la protection, pas du soin, mais du contrôle. Cet après-midi-là, j'ai demandé à parler à Marc et Sophie ensemble. Ils sont venus après le travail, avec cette expression de sollicitude condescendante devenue habituelle. « Je veux parler clairement de tout ça », ai-je commencé, assise dans mon fauteuil préféré, celui où je m'asseyais avec Michel pour regarder le coucher du soleil. « Je ne suis pas d'accord pour vendre ma maison. Je ne suis pas d'accord pour vivre avec vous. Et je ne suis absolument pas d'accord pour que vous preniez mes décisions à ma place. » J'ai exposé mes raisons calmement, parlant sans interruption pendant près de 10 minutes. Je leur ai expliqué que je comprenais leur inquiétude, mais qu'il y avait des moyens de rester connectés et en sécurité sans détruire mon indépendance. Je leur ai proposé des alternatives, des visites régulières, des appels quotidiens, même un système d'urgence activable en cas de chute. En terminant, je me suis sentie libérée, comme si j'avais soulevé un poids porté depuis des jours. Pendant un instant, j'ai vu dans leurs yeux une lueur de compréhension, presque de honte. Mais ils ont échangé ce regard, cette communication silencieuse perfectionnée au fil des années, et j'ai su que rien n'avait changé. « Maman, nous comprenons que le changement te fasse peur », a dit Sophie, répétant presque mot pour mot ce qu'elle avait dit auparavant. « C'est normal à ton âge. »« Ce n'est pas une question d'âge, ma fille, » ai-je répondu. « C'est une question de respect. Nous respectons ton bien-être, » a ajouté Marc. « Et nous savons ce qui est mieux pour toi maintenant. » La conversation a tourné en rond pendant 1 heure. Chaque argument de ma part était accueilli par un sourire condescendant, comme lorsqu'on écoute un enfant expliquer pourquoi il devrait manger de la glace tous les jours. Ils sont partis avec des baisers et la promesse que tout irait bien, que je m'habituerais bientôt à ma nouvelle vie. Ce soir-là, assise dans mon jardin sous les étoiles, qui avait été témoin de tant de moments de ma vie, j'ai pris une décision. Si mes enfants voulaient me traiter comme une enfant incapable, ils allaient découvrir que même les personnes âgées peuvent avoir des atouts dans leur manche. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais appris à planifier en silence pendant des années, et cette fois ne ferait pas exception. Toute ma vie, j'ai cru que l'écoute est une forme de sagesse. Pas seulement entendre les mots, mais comprendre ce qui n'est pas dit, percevoir les intentions, prêter attention aux détails. Michel disait que j'avais un don pour lire entre les lignes, anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Tu es comme ces capitaines de bateaux qui sentent la tempête alors que le ciel est encore clair, disait-il avec admiration. Peut-être est-ce pour cela que 5 ans avant sa mort, alors que nous étions encore en bonne santé, Michel a insisté pour que nous organisions nos affaires juridiques. Ce n'est pas que j'attende un malheur, m'a-t-il expliqué un après-midi, en examinant des documents sur la table de la salle à manger. Mais la vie peut prendre des tournants inattendus, et je veux que tu sois protégé quoi qu'il arrive. Nous avons passé des mois à tout organiser. Testament mis à jour, procuration, directive médicale anticipée et un plan financier détaillé. Michel m'a même présenté à Antoine Dubois, un avocat spécialisé dans les droits des personnes âgées, un ami de l'université. Antoine veillera sur toi quand je ne serai plus là, m'a-t-il assuré. À l'époque, j'ai souri et lui ai dit de ne pas parler ainsi, que nous avions encore de longues années devant nous, mais au fond, j'étais reconnaissante pour sa prévoyance. Quand Michel est décédé il y a 3 ans, au milieu de la douleur, je me suis souvenue de ses préparatifs. 1 semaine après les funérailles, j'ai rendu visite à Antoine dans son cabinet, apportant tous les documents que Michel avait soigneusement organisés. Claire, votre mari était un homme remarquablement prévoyant, m'a dit Antoine après avoir tout examiné. Mais maintenant que vous êtes seul, il y a quelques aspects supplémentaires à considérer. Au cours des mois suivants, sur ses conseils, j'ai réorganisé légalement mes biens. La maison, qui avait toujours été à nos 2 noms, faisait désormais partie d'un fidéicommis qui me protégeait des décisions hâtives de tiers, même s'il s'agissait de mes propres enfants. Mes économies et investissements ont été restructurés pour garantir mon indépendance financière. J'ai même passé une évaluation gériatrique complète pour obtenir une documentation officielle de ma pleine capacité mentale et physique. Tout cela, je l'ai fait discrètement. Non par méfiance envers mes enfants, mais par responsabilité envers moi-même. Michel avait toujours insisté sur l'importance de l'autonomie personnelle. Le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants, disait-il, est de ne pas devenir un fardeau pour eux, mais aussi de ne pas les laisser nous traiter comme tels lorsque nous ne le sommes pas.
Ainsi, quand mes enfants ont commencé à agir comme si j'étais incapable de prendre mes propres décisions, j'avais déjà un plan de secours solidement en place. Et quand Marc a caché mon téléphone, j'ai compris qu'il était temps de le mettre en œuvre. Le lendemain matin de notre conversation infructueuse, j'ai attendu que Marc parte après sa visite de supervision. Dès qu'il est sorti, j'ai pris mon manteau et marché jusqu'à la maison de ma voisine Jeanne, 2 rues plus loin. Jeanne et moi avions élevé nos enfants ensemble, partageant joies et soucis pendant des décennies. Désormais, toutes deux veuves, notre amitié était devenue un pilier de nos vies. Claire, quelle surprise de te voir si tôt, m'a-t-elle accueillie avec un sourire qui s'est effacé en voyant mon expression. Quelque chose ne va pas ? Je lui ai tout raconté autour d'un thé dans sa cuisine ensoleillée. Jeanne a écouté sans m'interrompre, ses yeux reflétant une indignation croissante. « C'est inacceptable !» a-t-elle exclamé quand j'ai fini. « Comment peuvent-ils te traiter ainsi ? Tu es plus lucide et capable que beaucoup de quadragénaires que je connais. » « Je crois qu'ils agissent par amour et inquiétude, » ai-je répondu, essayant d'être juste. « Mais ils confondent protection et contrôle. »« Que comptes-tu faire ?» a demandé Jeanne. « J'ai besoin de ton aide. Puis-je utiliser ton téléphone pour passer quelques appels ? Marc a caché le mien et je ne veux pas utiliser le fixe de la maison car il pourrait vérifier les appels. » Jeanne m'a tendu son portable sans hésiter. « Tout le temps que tu veux. Et si tu veux, viens ici tous les jours. Ma maison et c'est la tienne. » Ah, ça... Mon premier appel a été pour Antoine Dubois. Sa secrétaire m'a reconnu immédiatement et m'a passé à lui. « Antoine, j'ai une situation. » Je lui ai brièvement expliqué ce qui se passait. « Claire, je suis ravie que vous m'appeliez, » a-t-il dit de sa voix calme qui m'a réconfortée. « Tout ce que nous avons préparé ces dernières années est précisément pour des moments comme celui-ci. Venez à mon cabinet cet après-midi, nous pouvons revoir vos documents et élaborer un plan d'action. » Cet après-midi-là, Jeanne m'a accompagnée en taxi jusqu'au bureau d'Antoine. Pendant 2 heures, nous avons examiné chaque document, chaque détail juridique, chaque option disponible. À la fin, nous avions un plan concret. « L'agent immobilier vient ce samedi, c'est bien ça ?» a demandé Antoine en prenant des notes. « Oui, Marc a tout organisé sans me consulter. »« Parfait, je serai là, » a-t-il déclaré fermement. « En attendant, agissez normalement. Nous ne voulons pas les alerter de vos démarches. » « Pensez-vous que je suis trop drastique ?» ai-je demandé, la gorge nouée. « Ce sont mes enfants, après tout. » Antoine a posé son stylo et m'a regardé dans les yeux. « Claire, ce que vos enfants font, même avec de bonnes intentions, est une forme d'abus. Ils violent votre autonomie, prennent des décisions sur votre vie, votre propriété et vos finances sans votre consentement. Si nous laissons cela continuer, vous perdrez non seulement votre indépendance, mais aussi votre dignité. Et ça, Michel ne l'aurait jamais permis. » En entendant le nom de Michel, j'ai ressenti une détermination renouvelée. Il avait raison. Mon mari avait toujours respecté ma capacité à décider, même dans ces derniers jours quand son corps était faible. Mais son esprit restait clair comme l'eau. Je ne pouvais permettre à personne, pas même à nos enfants, de me prendre cela. Les jours suivants ont été un mélange étrange de normalité apparente et de préparatifs secrets. Chaque matin, j'accueillais Marc avec un café et un sourire, écoutant ses plans pour ma nouvelle vie chez lui. Chaque après-midi, dès qu'il partait, je me rendais discrètement chez Jeanne pour passer des appels et coordonner les détails avec Antoine. J'ai aussi contacté mon médecin, le docteur Dubois, pour clarifier ce que mes enfants avaient dit sur mon prétendu déclin cognitif. « Claire, je n'ai jamais dit une chose pareille, » m'a-t-il assuré, visiblement perturbé. « Votre fils m'a posé des questions générales sur le déclin cognitif chez les personnes âgées et je lui ai donné des informations statistiques, mais j'ai clairement indiqué que vous ne présentiez aucun signe de cela. En fait, lors de votre dernière visite, j'ai noté que votre acuité mentale reste exceptionnelle pour tout âge. Je lui ai demandé une lettre certifiant mon état de santé mentale qu'il m'a remise en main propre le lendemain. Un autre document pour notre arsenal. Le vendredi après-midi, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu frapper doucement à la porte arrière donnant sur le jardin. C'était Camille, ma petite fille, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « Mamie, je peux entrer ?» a-t-elle murmuré. Je l'ai faite entrer rapidement et ai fermé la porte. Elle semblait inquiète, avec cette expression de quelqu'un portant un fardeau trop lourd pour ses jeunes épaules. « Tout va bien, ma chérie ?» ai-je demandé, en lui servant un verre de jus d'orange, son préféré depuis qu'elle était petite. « Non, rien ne va !» a-t-elle répondu avec un soupir tremblant. « Je n'aime pas ce qu'ils font avec ta maison, mamie. Ce n'est pas juste. »
Je me suis assise près d'elle, prenant ses mains dans les miennes. « As-tu parlé à ta mère de ça ?» J'ai essayé, mais elle dit que c'est pour ton bien, que je ne comprends pas parce que je suis jeune, qu'un jour je serai reconnaissante qu'ils aient pris ces mesures pour toi. Son indignation m'a profondément touchée. Au milieu de cette situation, j'avais trouvé une alliée inattendue en ma petite fille adolescente. « Je t'ai apporté ça », a-t-elle dit en sortant une tablette de son sac à dos. C'est la mienne, mais je l'utilise à peine. Elle a une connexion Internet, tu peux appeler, envoyer des messages, tout. Je l'ai configurée pour qu'elle soit facile à utiliser et j'ai installé les applications qui pourraient te servir. Ça, c'est eux qui se J'ai senti les larmes me monter aux yeux en prenant ce cadeau qui représentait bien plus qu'un appareil électronique. C'était une reconnaissance de ma dignité, de mon droit à rester connectée, à prendre mes propres décisions. « Je ne sais pas quoi dire, Camille », ai-je murmuré en la serrant fort. « Tu n'as rien à dire, mamie. Promets-moi juste de bien la cacher. Si papa ou tonton Marc la trouve, j'aurai des ennuis. »« Ce sera notre secret », ai-je assuré. « Et merci Camille, pas seulement pour ça, mais pour me voir comme une personne complète, pas comme une vieille femme sans défense. » Ce soir-là, j'ai utilisé la tablette pour envoyer un courriel détaillé à Antoine avec les derniers détails pour notre opération du lendemain. J'ai aussi contacté Marie et 3 autres amis proches, leur expliquant brièvement la situation et leur demandant de rester disponibles en cas de besoin. Le réseau de soutien que j'avais construit au fil des années s'activait silencieusement autour de moi. Le samedi s'est levé clair, un de ces jours de printemps qui semblent promettre que tout ira bien. Je me suis réveillée tôt, j'ai pris une douche relaxante et me suis habillée avec soin. Un ensemble bleu marine que Michel avait toujours aimé, un collier de perles offert pour notre 30e anniversaire et un maquillage discret. Si j'allais mener une bataille pour ma dignité, je le ferais en étant la femme confiante et capable que j'avais toujours été. À 10 heures précises, j'ai entendu la voiture de Marc se garer devant la maison. Quelques minutes plus tard, Sophie est arrivée avec sa famille. À 10h30, une jeune femme à l'allure professionnelle, probablement l'agent immobilier, est apparue. J'ai respiré profondément. Le spectacle allait commencer. Marc m'a présenté à l'agent Valérie Dupont avec ce ton condescendant qu'il avait adopté récemment. « Maman, Valérie va estimer la maison aujourd'hui. Ne t'inquiète de rien, laisse-nous gérer les détails techniques. » Valérie m'a salué avec professionnalisme, bien que j'ai remarqué une certaine gêne dans son regard, comme si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Marc a commencé à lui faire visiter la maison, soulignant ses caractéristiques, mentionnant les améliorations possibles pour les futurs propriétaires, parlant de mon foyer comme d'un produit et non du cœur de mes souvenirs les plus précieux. Alors qu'ils inspectaient le jardin arrière, la sonnette a retenti. Sophie, qui était dans la cuisine à préparer du café, est allée ouvrir. Depuis le salon, j'ai entendu sa voix surprise. « Puis-je vous aider ? » « Bonjour, je suis Antoine Dubois, l'avocat de Madame Claire Dubois. J'ai cru comprendre qu'une estimation immobilière était en cours et je suis ici pour m'assurer que tout se passe dans l'intérêt légal de ma cliente. » Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Sophie est apparue dans le salon, l'air déconcerté, suivie par Antoine, impeccablement vêtu d'un costume sombre, un porte-document à la main. « Maman ?» a demandé Sophie d'une voix tendue. « Tu connais ce monsieur ?» Je me suis levée pour saluer Antoine avec une étreinte chaleureuse. Bien sûr, Antoine était l'ami de votre père depuis plus de 40 ans et mon avocat personnel depuis avant son décès. Marc, revenu dans le salon en entendant des voix inconnues, s'est figé sur le seuil. L'agent immobilier le suivait, l'air de plus en plus mal à l'aise. « Ton avocat ?» a demandé Marc, retrouvant son sang-froid. « Je ne savais pas que tu avais un avocat personnel. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, mes enfants, » ai-je répondu calmement. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Valérie, vous aussi, si vous le souhaitez. Je pense que nous avons des choses importantes à clarifier. » Antoine a posé son porte-document sur la table basse et en a sorti plusieurs documents soigneusement organisés. Pendant les 20 minutes suivantes, il a expliqué avec une clarté limpide la situation juridique de ma maison, intégrée à un fidéicommis irrévocable établi par Michel et moi, avec des clauses spécifiques interdisant sa vente sans mon consentement explicite et documenté. Ce qui signifie, a conclu Antoine, que toute négociation immobilière non initiée directement par Madame Claire est nulle et non avenue. Le visage de Marc est passé de la perplexité à l'incrédulité, puis à une sorte d'indignation. « C'est ridicule, maman. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?»« Quand, Marc ?» ai-je demandé doucement. « Quand vous avez décidé de vendre ma maison sans me consulter.
Ou quand vous avez planifié mon déménagement sans me demander si je voulais partir? Ou peut-être quand tu as caché mon téléphone pour que je ne puisse contacter personne? J'ai ressenti une étrange sérénité en prononçant ces mots. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste une tristesse calme et une détermination ferme. Monsieur Dubois, a tenté Sophie, essayant de reprendre le contrôle, je comprends votre préoccupation professionnelle, mais nous parlons de ma mère, une femme âgée qui a besoin de soins et d'une supervision constante. Le docteur Dubois nous a confirmé qu'elle n'est pas en état de prendre des décisions complexes. Antoine a souri légèrement en sortant un autre document. Curieusement, j'ai ici une lettre du docteur Dubois, datée de cette semaine, certifiant explicitement la pleine capacité mentale de Madame Claire. Voulez-vous la lire ? Le visage de Sophie a blêmi. Valérie, l'agent immobilier, s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je crois que je devrais revenir plus tard, quand la famille aura réglé ses affaires internes. Pas besoin de partir, Valérie, ai-je dit fermement. En fait, j'aimerais que vous entendiez ce que j'ai à dire. Je me suis redressée dans mon siège, ressentant une force que je n'avais pas éprouvée depuis des semaines. C'était comme si Michel était à mes côtés, me soutenant en silence, comme toujours. Mes enfants, je vous aime profondément. Je l'ai toujours fait et le ferai toujours. Je comprends que vos actions viennent de l'inquiétude et de l'amour, mais vous devez comprendre une chose essentielle. L'amour sans respect n'est pas un véritable amour, c'est de la possession. Marc a tenté d'interrompre, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je n'ai pas fini. Ces dernières semaines, vous avez parlé de moi, mais pas avec moi. Vous avez pris des décisions sur ma vie comme si j'étais incapable de le faire. Vous avez interprété mon âge comme un synonyme d'incompétence et ce faisant, vous avez oublié qui je suis. Je les ai regardés dans les yeux avant de continuer. Je suis la femme qui vous a élevé pour être indépendant, pour prendre vos propres décisions, pour être responsable de vos vies. Je suis celle qui, avec votre père, a construit cette maison, non seulement avec des briques, mais avec des souvenirs. Je suis une personne complète, avec des droits, des désirs et la capacité de décider comment je veux vivre mes années restantes. Antoine a hoché la tête discrètement, soutenant mes paroles sans intervenir. Camille, restée dans un coin du salon, me regardait avec une admiration à peine dissimulée. « Voici ce qui va se passer », ai-je continué calmement. Je ne vendrai pas ma maison, je ne déménagerai pas chez vous, je continuerai à vivre ici, où chaque recoin me parle de la vie que j'ai construite avec votre père. Mais je suis prête à trouver des compromis qui nous rassurent tous. En jatine, j'ai sorti de ma poche une feuille où j'avais noté mes propositions. Un système de téléassistance pour les urgences, des visites programmées mais non intrusives, une aide ménagère 2 fois par semaine pour les tâches lourdes et des appels vidéo quotidiens pour rester connecté. Voici mon plan, ai-je conclu. Un plan qui respecte mon autonomie tout en répondant à vos préoccupations légitimes. Et avant que vous ne posiez la question des finances, Antoine peut vous montrer les documents prouvant que mes finances sont en ordre et que j'ai les moyens de mettre ce plan en œuvre sans être un fardeau pour personne. Un silence lourd a rempli la pièce. Marc fixait le sol, assimilant l'information. Sophie avait les yeux brillants, au bord des larmes. Isabelle, restée silencieuse jusque-là, a été la première à parler, à ma surprise. « Je pense que ta mère a raison, Marc », a-t-elle dit doucement. Nous avons été si concentrés à la protéger que nous avons oublié de l'écouter. Marc a levé les yeux, croisant mon regard. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu dans ses yeux le fils que j'avais élevé, pas l'homme contrôlant qu'il était devenu. « Maman, je ne sais pas quoi dire », a-t-il murmuré. « Tout ça, nous l'avons fait parce qu'on t'aime, parce qu'on s'inquiète pour toi. » Je le sais, mon fils, ai-je répondu avec tendresse. Mais parfois, la peur nous pousse à emprunter les mauvais chemins. Nous avons tous peur. Vous, de me perdre, moi de perdre mon indépendance. La différence, c'est que je suis prête à parler de mes peurs ouvertement. Et moi, j'ai eu peur de dire ce que je pense, a ajouté Camille, surprenant tout le monde. Mais mamie m'a appris aujourd'hui que la vraie force, c'est de défendre avec amour ce qui est juste. Sophie a regardé sa fille avec un mélange de surprise et de fierté. Puis elle s'est approchée de moi et a pris mes mains dans les siennes. « Nous t'avons laissé tomber, maman », a-t-elle dit d'une voix brisée. «
Nous voulions te protéger et nous t'avons traité comme nous n'aimerions pas être traités à ton âge. Vous ne m'avez pas laissé tomber, ai-je répondu, serrant ses mains avec affection. Vous vous êtes juste égaré un peu et maintenant, nous avons l'occasion de trouver ensemble une nouvelle direction. Valérie, l'agent immobilier, s'est levée discrètement. Je crois qu'il vaut mieux que je me retire, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Madame Claire, ce fut un honneur de vous rencontrer. J'aimerais que ma mère ait votre force et votre clarté. Après son départ, Antoine a passé en revue tous les documents juridiques qu'il avait apportés, expliquant chaque détail du fidéicommis, du plan financier, des évaluations médicales, non pour s'imposer, mais pour instaurer une transparence qui pourrait rebâtir la confiance familiale. Marc, toujours méticuleux avec les chiffres, a examiné mes finances avec attention et, à sa surprise, a découvert qu'elles étaient impeccablement organisées. « Tu as fait des investissements très intelligents, maman », a-t-il commenté avec une admiration sincère. « Même moi, je n'aurais pas pensé à certaines de ces stratégies. Ton père m'a bien appris, ai-je répondu. Et j'ai continué à apprendre. L'esprit ne cesse de croître simplement parce que le corps vieillit. » Oh, ça, merci. Quand Antoine est parti, en fin d'après-midi, nous avions conclu un accord respectant mon autonomie tout en répondant aux préoccupations légitimes de mes enfants. Ce ne fut pas facile. Il y a eu des moments de tension, même quelques larmes de Sophie, mais un nouvel entendement a émergé. « Je vais te rendre ton téléphone, maman », a dit Marc, alors que nous prenions un thé dans la cuisine, plus détendu. « C'était impardonnable de ma part de te l'avoir caché. »« Ça n'a plus d'importance, mon fils », ai-je répondu avec un sourire. Bien que tu ne le crois pas, cet acte m'a fait réaliser à quel point notre relation s'était détériorée et m'a donné la détermination d'agir. « Comment as-tu contacté Antoine sans ton téléphone ?» a-t-il demandé, curieux. « J'ai mes ressources », ai-je répondu en lançant un clin d'œil à Camille, qui a souri depuis sa chaise. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise sur la terrasse arrière pour contempler les étoiles, comme je le faisais avec Michel. J'ai ressenti une profonde gratitude pour la vie que nous avions construite ensemble, pour la prévoyance que nous avions eue pour les enfants qui, malgré leurs erreurs, continuaient de nous honorer par leur amour. Dans les jours et semaines qui ont suivi, notre famille a trouvé un nouvel équilibre. Ce n'était pas parfait au début. Il y a eu des rechutes dans d'anciens schémas, des questions sur ma capacité à gérer seule, mais chaque obstacle a été abordé avec une communication ouverte et un respect mutuel. Marc a installé lui-même le système de téléassistance, s'assurant qu'il soit simple à utiliser. Sophie a réorganisé son emploi du temps pour passer du temps avec moi, non comme une surveillante, mais comme une fille profitant de la compagnie de sa mère. Isabelle m'a surprise en m'invitant à un cours de jardinage que nous suivions ensemble chaque samedi, découvrant un intérêt commun jamais exploré. Et Camille, ma chère petite fille, venait régulièrement pour que je lui apprenne à coudre et à cuisiner, des compétences que sa génération avait perdues, mais qu'elle chérissait comme des liens avec ses racines. Un après-midi, alors que Camille et moi finissions de préparer des madeleines selon une recette de ma mère, elle m'a posé une question qui m'a fait réfléchir. « Mamie, tu n'es pas fâchée contre maman et tonton pour ce qu'ils t'ont fait ?» J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre, consciente que mes mots pourraient influencer la manière dont cette jeune fille verrait les relations familiales à l'avenir. Il ne s'agit pas d'être fâché, ma chérie. Il s'agit de comprendre que les gens qu'on aime peuvent faire des erreurs, même avec les meilleures intentions. L'important, c'est comment on répond à ces erreurs et comment on trouve ensemble un chemin vers l'avant. Mais il voulait te prendre ta maison, ton indépendance, a-t-elle insisté avec l'indignation propre à la jeunesse. Il voulait me protéger à leur manière, ai-je répondu en sortant le plateau du four. La peur de perdre ceux qu'on aime peut nous pousser à agir d'une façon qui ne reflète pas le meilleur de nous-mêmes. Ta mère et ton oncle craignaient qu'il m'arrive quelque chose seul, que je souffre sans aide, que je prenne de mauvaises décisions. Cette peur obscurcissait leur jugement. Ah, c'est miandagnos. Camille a réfléchi à mes paroles en décorant les madeleines encore chaudes. Je crois que je comprends, a-t-elle dit enfin. C'est comme quand maman ne me laissait pas aller seule au centre commercial parce qu'elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Ce n'était pas qu'elle ne me faisait pas confiance, mais le monde lui faisait peur. Exactement, et je souris, impressionnée par sa maturité. Et tout comme tu as dû lui prouver que tu pouvais être responsable, j'ai dû leur rappeler que je suis toujours capable de prendre mes propres décisions. T'es la mamie la plus courageuse du monde, a-t-elle déclaré avec la conviction absolue des jeunes. J'ai ri de son enthousiasme. Ce n'est pas une question de courage, Camille, mais de dignité, de rappeler aux autres et à moi-même que vieillir ne signifie pas disparaître. Ce soir-là,
Après le départ de Camille, je me suis assise dans le fauteuil, partagé avec Michel pendant tant d'années, et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Affronter mes propres enfants n'avait pas été facile, mais nécessaire, non seulement pour moi, mais pour eux aussi. En défendant mon autonomie, je leur enseignais une leçon qu'ils apprécieraient un jour. Le véritable amour ne contrôle ni ne possède, il respecte et accompagne. Que l'âge ne définit pas notre capacité à décider de nos vies et que parfois, la meilleure façon de protéger ceux qu'on aime est de leur permettre de rester qui ils sont. J'ai regardé la photo de Michel sur la table à côté du fauteuil. Son sourire serein semblait approuver tout ce que j'avais fait. « Tu avais raison, mon amour », ai-je murmuré à son image. La vie prend des tournants inattendus, mais quand on se prépare avec sagesse et qu'on agit avec amour, même les virages les plus difficiles peuvent nous mener à un meilleur endroit. Dehors, la nuit était claire et les étoiles brillaient intensément. Quelque part dans la maison, mon téléphone a sonné avec la sonnerie personnalisée indiquant un message de mes enfants. J'ai souri. C'était désormais un appel de connexion, pas de contrôle. Et cette différence, si subtile et si profonde, changeait tout. Je me suis levée pour répondre, ressentant une légèreté dans le cœur que je n'avais pas connue depuis des mois. La vie suivait son cours, avec ses défis et ses joies, et j'étais toujours là, prête à la vivre pleinement, avec dignité et à mes propres conditions, comme je l'avais toujours fait, comme je le ferai toujours.